Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Exergue. Aube crépuscule. Puisque je passais par là. Tourbillonnent les feuilles. PA. C'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne. René Descartes. La seule différence entre un fou et moi, c'est que je ne suis pas fou. Salvador Dali. L'esprit de désobéissance naît de votre jugement moral d'adulte, qui vous dit que quelque chose ne tourne pas rond dans la société, et vous incite à résister. La désobéissance morale est la clé du progrès. Fanny Poirier. Nous résistons au mal en refusant de nous laisser entraîner par la surface des choses. En nous arrêtant et en réfléchissant. En dépassant l'horizon du quotidien. Hannah Arendt. Préface par un patient. Mon rapport à la psychiatrie a commencé dès l'enfance. Je me souviens avoir visité avec d'autres enfants l'hôpital. Et je me souviens de ma première rencontre avec des trisomiques. À cette époque, pour moi comme pour mes parents, c'était cela la maladie mentale, des tares, les malades détarés dont on avait honte. En un mot, la folie était une maladie honteuse qu'on tenait le plus loin de soi possible et les thérapeutes, on les tenait pour aussi fous que leurs patients. Puis, le temps passant, j'ai grandi loin de la folie, on connaissait quelques histoires de fous gentils, on en riait, tout allait bien. Adolescent, j'ai découvert Freud et Jung. Je ne comprenais pas grand-chose à mes lectures mais j'étais cultivé en la matière, la psychiatrie. Au même moment, je m'intéressais au surréalisme breton, Tzara, Dada et bien entendu, Antonin Artaud. La lecture d'Artaud me décida à écrire moi aussi des poèmes psychédéliques. Alcool et hashish devinrent des compagnons de week-end. Je ne m'en rendais pas compte, mais je crois avec le recul que je préparais sans le savoir les voies de la paranoïa. À la faculté, je publie une plaquette où je me présente comme détestant la folie. Apparemment, j'étais prédestiné. Me voilà à 23 ans et comme le ciel vous tombe sur la tête, tout se dégrade. Je perds le contrôle de moi-même, ma copine me quitte et je sombre inéluctablement dans la dépression pendant des mois. Puis la crise terrible, les hallucinations. Je suis alors diagnostiqué maniaco-dépressif par un éminent docteur, et schizophrène par un autre docteur. Je suis interné et placé sous traitement de cheval, c'est violent. Je déteste la psychiatrie à ce moment-là, je la réfute, je la repousse et les années passent où j'alterne les longues périodes de calme, de contact avec soi équilibré, puis environ tous les 2 ans des crises de schizophrénie. Je suis alors traité à l'Aldol Copyright pendant 18 mois après lesquels je repars pour 1 an ou 2 de tranquillité jusqu'au jour où, par décompensation, j'ai failli tuer ma mère. Nous sommes en 2011 et je crois pouvoir dire qu'à ce moment, je rencontre la vraie psychiatrie, la moderne, celle qui cherche à faire gagner les patients en autonomie, celle qui écoute. Aujourd'hui, c'est ce sentiment de proximité et de grande utilité qui domine pour moi quand je pense à cette science qu'est la psychiatrie. Le cerveau est au cœur des enjeux de cette science, c'est pourquoi il faut qu'elle conserve une attitude éthique irréprochable et que les thérapeutes soient formés autant par le cœur que par la tête. Un patient, Pau, le 20 mai 2018. Préface 2 par Dominique Houlbert. Tout au long de sa vie professionnelle, Patrick Allary a été un fervent défenseur. Défenseur de l'institution hospitalière tout en pointant ses faiblesses et la dérive des réformes, défenseur du patient qui doit être au cœur du dispositif tout en s'interrogeant sur sa place réelle quand les termes d'usager et de client s'imposent dans le discours, défenseur du soignant malmené par les nouvelles organisations, les réformes incessantes et la violence sociétale. Mais il était aussi guidé par sa curiosité, ce qui l'a amené à s'intéresser aux pratiques de la sorcellerie, à l'histoire de l'anorexie, aux pratiques médicales et à la prescription médicamenteuse sans oublier l'étudiant auprès duquel il jouait de façon humble le rôle d'enseignant et de maître. J'ai ainsi toujours plaisir à écouter Patrick Allary parler du monde hospitalier et de ses réformes, de la démarche qualité et de ses dérives, de la certification des hôpitaux, de la souffrance des malades et des drames vécus par les soignants. Il s'agit toujours de discours de conviction, riche de son expérience, abondamment illustré de citations et de références scientifiques. Discours passionné où l'autre écoute entraîné par sa logique et ses démonstrations. Mais régulièrement, je me plais à lui dire qu'il est l'homme de toutes les provocations,
porté par sa vérité et emporté peut-être par son élan de tribun. Et lorsque récemment, il m'a demandé d'écrire quelques mots en introduction de son ouvrage puisque je passais par là, rassemblant ses principaux écrits de quelques 40 ans d'expérience, je me suis interrogé. Pourquoi moi et comment introduire une telle réflexion riche d'une profonde connaissance de la souffrance humaine et soucieuse de comprendre le pourquoi et le comment? Notre amitié de plus de 40 ans explique peut-être cela, à moins que ce ne soit notre expérience hospitalière ou notre plaisir commun de redécouvrir chaque année le Sancerre. Quoi qu'il en soit, il est de belles rencontres et la rencontre avec Patrick Allary est de celle-ci. Alors que je venais de quitter les hôpitaux parisiens pour exercer mon art à Alençon, je me souviens très précisément de nos premiers échanges. D'emblée, j'ai su que nous allions pouvoir travailler en harmonie tant je partageais son approche médicale et son espérance en l'avenir. J'ai apprécié très vite la qualité de sa relation humaine, nourrie d'une amitié naissante aux saveurs de provocation, d'humour, de dérision, de sincérité et de fidélité. Au fil des décennies, de ses engagements et de son parcours de vie, l'homme s'est affirmé, les responsabilités se sont multipliées avec la légitimité de pouvoir dire et se dire, ce qui lui a valu quelques bonnes inimitiés, je suppose, mais aussi des amitiés indéfectibles. Homme de passion, de conviction, il résiste mal aux appels des uns et des autres, ce qui l'amène à prendre son bâton de pèlerin pour défendre avec ardeur un positionnement qu'il se sent obligé parfois de revoir tant l'écart avec ses convictions devient important. Et chacun de ses combats, de ses engagements et chacune de ses blessures sont portés par un texte qu'il nous soumet de façon humble dans ce recueil. Mais selon son expression, que devient le discours quand la parole devient texte? Au lecteur d'en juger. Et les textes se sont multipliés. À ce stade, il m'est agréable d'évoquer quelques beaux moments vécus pendant cette longue période d'amitié. En tant qu'endocrinologue, j'étais amenée à accueillir dans le service des jeunes filles atteintes d'anorexie et je me souviens de la prise en charge conjointe de ces jeunes en souffrance. Patrick Allary répondait toujours à mes demandes de consultation malgré une activité importante, l'amenant souvent à passer tardivement dans le service. Consultations régulières, parfois longues, parfois courtes mais toujours riches, chacun de nous deux attendant ce moment mystérieux, magique où la jeune fille décide de renouer avec l'alimentation. Et quel plaisir ensuite de la voir se transformer physiquement et psychologiquement après ce déclic. Je me souviens aussi du drame des transmissions ciblées imposées aux soignants, présentées comme une avancée, une nécessité, la meilleure façon de répondre à l'indispensable traçabilité et s'inscrivant dans la crainte du risque et de l'erreur. Son article est passionnant en rapprochant raisonnement clinique et transmission, mais Patrick Allary avait plaisir à résumer le tout par ces quelques mots. La transmission ciblée, c'est l'art de perdre son temps en mettant scrupuleusement des croix dans des cases que personne ne regarde. S'il est un autre domaine qui a mobilisé toute son énergie, c'est bien la démarche qualité. Convaincu du bien fondé de cette approche, il s'est engagé corps et âme dans ce domaine et armé de son habit de pèlerin et de son diaporama, le voilà de retour à Alençon ou ailleurs pour transmettre la bonne parole. Convaincu, il l'est et convaincant aussi. À ce stade, il a joué un rôle essentiel dans la mobilisation des soignants jusqu'alors assez frileux pour s'engager dans cette démarche. Mais au fil des certifications successives, de la multiplication des contraintes et de la disparition du sens, l'enthousiasme de notre apôtre s'est évaporé pour se transformer en une farouche opposition à la démarche qualité telle qu'elle est actuellement pensée en cette période où l'hôpital, répondant à une régulation purement comptable, s'appauvrit, se déshumanise et où le soignant se sent privé de sa capacité de réflexion et des stratégies adaptatives de soins. Avant de conclure, je ne peux m'empêcher d'évoquer des moments légers. Je me souviens de la découverte de son jardin potager, de sa fierté devant une récolte honorable en légumes et en pommes de terre, plaisir qu'il semble retrouver au Pays Basque. Quelle surprise de le voir arriver un soir d'anniversaire de l'année 1990, la guitare à la main, le sourire aux lèvres et la chansonnette à la bouche, paré de la plus belle des perruques rappelant sa chevelure des années 68. Et je ne peux terminer sans parler de ce séminaire annuel à la foire au vin de Sancerre, tout en plaisir et en amitié. Alors oui, il est de belles rencontres. À travers ce recueil de textes Patrick Allary,
homme de parole et de langage, rationnel tout en gardant sa fonction poétique, nous offre un ouvrage où se mêlent passion du métier, passion des convictions, engagement et émotion. Dominique Houlbert, Alençon, le 30 mars 2018. Puisque je passais par là. 1. Je fais que passer ma route, pas vu celle tracée, passer entre les gouttes, évader belle. Ma vie est un heureux enchevêtrement de rencontres et de chances. Les fées se sont penchées sur mon berceau et ont veillé sur moi jusqu'à ce jour. Alors je me souviens. Je me souviens de cet après-midi, quelques semaines avant mon bac, alors que je me préparais à intégrer ce qu'on appelait une grande école. Une nouvelle fois, notre professeure d'anglais est absente. 68 étaient passés par là, on pouvait alors sortir du lycée à notre guise. Je vais à l'aumônerie et en arrivant, je vois que s'y tient une conférence. 2 psychiatres, Jean-Yves Achalet et Philippe Rapart, expliquent leur métier. En les écoutant, je prends conscience que, régulièrement, les élèves viennent me raconter leurs petites histoires. Et que ce peut être un métier que de les aider par la parole et l'écoute. Ce fut mon chemin de Damas. Je rentre le soir pour annoncer à mes parents que je ferais médecine, pour faire psychiatrie. Sourire de ma mère, que la médecine faisait rêver. Grimace de mon père, qui a toujours eu les médecins en sainte horreur. De là, peut-être, mon goût pour la controverse et la contradiction. Je me souviens des heures passées à Annonay-Court puis question d'internat avec Michel Quérol, futur anesthésiste réanimateur et déjà marin dans l'âme. Que d'heures passées ensemble ou en sous-colle, ponctuées par le couscous saturnien dont ma mère tenait la recette d'une voisine pied-noir de Choisy-le-Roi, rue de la Folie, couscous dégusté devant les guerres nord-africaines, vestige des espoirs envolés d'une carrière d'aviateur de mon père. Je me souviens, 3 ans après, de mon premier stage d'externe qui me voit travailler sous la responsabilité de Madame le professeur Micheline Martin. L'interne du service est Patrice Boyer, futur grand chercheur. Chacun d'entre nous parle de ses maîtres. Pour ma part, ce fut donc une maîtresse. Très rapidement, elle m'a honoré de sa confiance et me confie un embryon de consultation. Ainsi, pendant près de 18 mois, j'ai pu suivre des patients à la salpêtrière, de plus en plus autonomes dans le bâtiment qui avait abrité en son temps les leçons de Charcot. Ce fut aussi la découverte des électrochocs, à l'époque les années post-68, une technique barbare assimilable à la torture. On en revient quand on comprend mieux, après. Je me souviens de la chirurgie et de la cardiologie qui m'ont passionné, des gardes-portes qui m'ont tôt appris à gérer l'urgence. D'autant qu'à l'époque, nous étions réellement actifs dans le processus de soins. Un souvenir particulier, celui du professeur Pierre Coronne qui, en nous apprenant à ausculter les nourrissons atteints de cardiopathie congénitale, a dressé notre oreille et l'a rendue plus fine. Je me souviens de la fin de mon externat, en 1976, auprès de celle avec qui je l'avais commencé, au pavillon 7, unité fermée de l'eau vive, l'hôpital du 13e, le premier secteur de psychiatrie français créé par Philippe Pommel. Mort quelques mois avant mon arrivée, son esprit restait vivace au sein de l'établissement. Là, j'ai croisé Serge Lebovici, Paul-Claude Racamier, René Diatkin, les Kestenberg. Au sein du 13e, j'ai appris la psychothérapie institutionnelle vivante et les confrontations, psychanalyse lacanienne et orthodoxe, notamment, l'Institut contre l'école, Freud versus Lacan. À cette époque, on n'avait pas peur des disputes. La pensée unique n'était pas née. Je me souviens qu'il fallait gagner sa vie. Un C n'était pas payé et pendant 1 an je serais infirmier de nuit dans le pavillon dont le professeur Jean Demet était le responsable, et où j'avais été en stage un temps pour le début de ma formation de psychiatre. L'envers du décor, si particulier la nuit. Puis on me confiera les fonctions d'interne au pavillon Aurélia, auprès de Claude Ballier, alors responsable des personnes âgées mais déjà passionné par les limites. Et à qui succédera, 6 mois plus tard, René Engelergue. Aurélia fut délocalisée 1 an à Étampes, y exerçait Tony Lenné. Soisy fut un creuset, une autre psychiatrie se dessinait sous mes yeux. Je découvrais la mixité des soignants, mais aussi le mélange soignant-patient, dont Dahlia, la première patiente de l'hôpital, était l'emblème. L'ergothérapie, avec Marie-Léone Lawson, inscrite dans une perspective pluridimensionnelle et pluriprofessionnelle des soins dont la créativité du soignant et du patient est alors le support. Les supervisions,
pour certaines assurées par Simone Pommel, rencontres hebdomadaires où se discutait en toute liberté la relation au patient. Prendre du recul, gérer les tensions, sa propre angoisse, les relations avec ses collègues en ce qu'elles sont partie prenante de la symptomatologie du patient. Et de l'institution. Affiner son regard clinique, ici toujours pluriel, tous les savoirs sont équivalents. Paul Bécard enseigne que le soignant encadre et participe à structurer le soin au patient. L'institution, le service en sont le cadre, limitant mais évolutif, facteur de sécurité et de cohésion. Mais aussi support de la compréhension des attitudes contre-transférentielles. Et Corbeil, où régnait Lucien Bonafé, n'est pas loin. Au cours d'un séminaire, nous avons constitué un groupe de travail sauvage sur le Henri EY, que je connais encore presque sur le bout des doigts. Je me souviens que le quartier latin était proche de la Pitié. Il était effervescent au cours de ses années de formation, et ayant une compagne étudiante en philosophie, je lui dois de croiser Étienne Balibar, Vladimir Jankélévitch et de découvrir la philosophie vivante. Platon et le désir. Même brève, ces rencontres m'ont marqué et m'ont appris à ne manquer aucune des petites gorgées de bière que la vie nous offre en permanence. Louis Althusser enseignait à l'école normale, Lacan donnait ses leçons à Sainte-Anne. Un soir, sortant de l'amphithéâtre, nous tombons sur Jean-Paul Sartre qui faisait le tour des facultés pour lancer Libération. Je me souviens qu'un été, en 1977, alors que j'assurais une permanence médicale au Coralie de Vaison-la-Romaine, je soigne une chef de chœur qui, pour me remercier, me propose de me donner des cours de piano. Un mardi, sortant du bureau où je recevais les cours, je vois un petit homme assis dans un fauteuil. Elle me le présente, c'est son mari. La discussion s'engage, elle se renouvellera régulièrement, c'est Léon Poliakov, un des plus grands historiens de l'histoire juive et de la Shoah. Je me souviens qu'après Soisy et le 13e, j'ai tracé ma route pour Aînay-le-Château, la colonie familiale, 1300 patients placés dans la campagne pour profiter du bon air, le traitement moral en quelque sorte. L'un des médecins-chefs, Guy Lefort, grand adepte de la flufénazine copyright, est un proche de René Girard. Il vitupère contre la psychanalyse et les discussions, nombreuses et roboratives, faisaient le bonheur de la psychologue Chantal Kienne. Mais souvent en psychiatrie, comment ne pas penser au bouc émissaire? C'est là que j'effectuerai ma première et ma seule autopsie. Un cadavre, retrouvé noyé dans la Marmande qui avait connu une crue quelques mois plus tôt. Ce fut ma fierté que de pouvoir l'identifier. Aînay, la colonie familiale, interroge sur le sens même de la prise en charge encore marquée du sceau hygiéniste. C'est une vraie colonie en ce sens que les patients recueillis viennent de toute la France. S'interroger sur la vie de ces patients placés en famille d'accueil, que je consultais in situ avec Claude Saulnier, infirmière visiteuse, c'est nécessairement s'interroger sur la dimension réelle de ces pratiques. Qu'est-ce qui est thérapeutique, dans un appartement thérapeutique? Se demandait Lucien Bonafé. Le patient, répondait-il. Alors, qu'est-ce qui était thérapeutique à Aînay? Qu'est-ce qui était familial? Le patient? Le sort de chacun d'entre eux est très variable d'une nourricière à l'autre. Pour beaucoup d'entre elles, le placement tradition familiale a une dimension économique non négligeable qui n'est pas sans effet concret sur la relation au X-patient S. Mais certains de ces lieux de vie sont chaleureux, il y a du véritable vivre avec. Pour autant, la totalité du champ social n'est pas couverte. Activité civique, alors que les devoirs du citoyen sont plus particulièrement requis, sexualité notamment. Aînay-le-Château. Un lieu paradoxal où se mêlent les projections psychotiques et les histoires familiales, qui sont tout autant ferments de l'expérience des nourriciers que mode d'accueil de la folie. Mais, rarement verbalisées, elles amènent à s'interroger sur de nouvelles formes d'aliénation où la maîtrise de l'autre joue un rôle non négligeable, partagé. Le fou à Aînay, est-il encore un citoyen même s'il jouit en apparence d'une certaine liberté? Sortir le patient de l'asile suffit-il à le soigner? Une bonne psychiatrie est-elle pavée de bonnes intentions? Aînay est-il autre chose qu'un lieu où se manifeste encore le traitement moral de Philippe Pinel, et une vision aliéniste de la psychiatrie? 1978. Vient le temps du service militaire. À l'hôpital Sédillot de Nancy, je rencontre le général Bijard, un chef, un vrai. Un bien-faux en chair et en os.
Je lui dois d'être le commandant d'un certain patient palois. Le général Clément va m'initier à l'électroencéphalographie et au traitement des épilepsies. Puis, en centre de sélection, j'affûte ce qui sera la base de ma manière d'investiguer. 100 à 120 consultations quotidiennes, vous imaginez qu'il faut aller vite. C'est là que naît ma passion pour le paradoxe et l'étude de Paul Václavic et de l'école de Palo Alto qui vont profondément structurer mon investigation clinique. Au retour, l'internat. Premier stage, au Mureau, suivi d'un autre en pédopsychiatrie à Évry, un service déjà lacanoïde pris dans la tourmente de la dissolution. Je me souviens que mon internat s'est terminé où tout a commencé, à la Salpêtrière, en unité fermée, avec Jean-François Alilaire, sous la direction du professeur Daniel Wiedelhutcher. Unité gérée au quotidien avec autorité par une surveillante, petit bout de femme respectée par tous, Madame Astier. J'y ai rencontré Philippe Mazet, Michel Basquin, côtoyé Roland Jouvent et Yves Lecrubier et le professeur André Deslauriers, qui nous apprenaient à travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et qui soignaient le tout Paris névrotique. Daniel Wiedelhutcher, un maître clinicien, un patron exigeant mais humain, à cheval sur les comptes rendus, précis, complets, sans jamais oublier qu'ils ne nous sont pas adressés, ce sont des outils de liaison. La confrontation aux autres unités, qui tenaient souvent la psychiatrie en piètre estime. Soutenir la clinique psychiatrique, ne pas la laisser à ceux qui pensent psy quand ils ne trouvent rien. Mais aussi la collaboration. Ainsi, avec le futur professeur Yves Agide, pour initier la chimiothérapie psychotrope des patients atteints de maladie de Parkinson et présentant un délire paranoïaque. Une époque où l'on pouvait organiser un couscous dans le service, avec le patron et l'agrégé, pour fêter la fin du semestre. Un service où l'on apprenait aussi à ne pas se fier aux apparences, et à mesurer le tribut narcissique à payer au prestige ou à la notoriété. À la fugacité de la gloire aussi. Narcisse n'avait pourtant pas encore tout à fait remplacé Oedipe. Je me souviens qu'avec le début de l'internat, était venu le temps de l'analyse. Par paresse, je choisis l'analyste le plus proche de mon domicile. Et je me retrouve chez Claude Conté et aux premières loges de la dissolution, au moment où Jacques-Alain Miller va capter l'héritage alors que les vieux compagnons de route de Jacques Lacan se sentiront bannis. Au cartel constituant de l'analyse freudienne, je vais travailler avec André Rondepierre et Claude Dumézil, qui sera pris dans une nouvelle scission. Claude Conté va m'inciter à faire ma première présentation en congrès, interface, qui me vaudra des sifflets. Pouvait-on parler à l'époque autour d'un cas d'hébéphrénie, d'interface clinique, Henri EY, psychanalytique, lacanienne et neurobiologique, acétylcholine dopamine? D'autres suivront, dont une à Montpellier, sur le phénomène Jean-Marie Le Pen, quand les noms ne sont pas corrects, le langage est sans objet. 8. Un titre tiré de Confucius déjà. Confucius, celui qui, comme Fernand Reynaud, conseille de s'amuser au lieu de travailler. Et une dernière tout à la fois fruit du travail d'un cartel, aléatoire, et de la crise des CCAF, aura. Je me souviens du départ pour Alençon, en 1983. Nous y passerons 10 ans. Sous la houlette novatrice de Jean-Claude Anderson, avec Marie-Paul Delon, nous gérons ce qui va devenir un secteur. Mise en place d'un hôpital de jour en ville puis, avec une équipe encadrée par de hardis surveillants, Claudine Olin, qui s'assura un jour de 1992 que son médecin assistant termina bien Alençon-Médavie, Marie-Christine Horry, Marc Lechat, ouverture d'un CMP et d'un hôpital de jour rural à Bellem, dans la maison Boussicot, au cœur du Perche où je serai initié. J'y avais déjà été éveillé à Aîné-le-Château à la pensée magique sorcellaire. C'est là qu'interviendront les premières présentations au colloque des hôpitaux de jour avec l'équipe, morte chaque fois de peur. C'est au cours de l'une d'elles que Michel Guibert nous remarque et me demandera de lui succéder à Saint-Lô en 1993. Alençon, c'est ce qui ne s'appelait pas encore la psychiatrie de liaison ou le réseau, la déchronicisation, les visites en hospice et en maison de retraite, l'animation d'équipes alternatives et ambulatoires. C'est la mise au point de prise en charge conjointe des anorexiques et des premiers sidéens avec les collègues de l'hôpital général. C'est le début de la confrérologie. Une importante époque de formation au travail clinique et institutionnel en responsabilité. Je me souviens qu'ensuite, vint Saint-Lô. Chefferie de service pendant 18 ans. Michel Guibert avait proclamé que c'était un mariage,
l'équipe du secteur avait choisi son nouveau médecin-chef. Quand j'arrivais le 1er novembre 1993, il m'avait laissé un mot pour viatique. Bonne chance, vous allez déguibertiser comme un jour on désalérisera. Avec ma garde prétorienne saint-loise, mon équipe fidèle de surveillantes, nous y développerons sous toutes ses formes la psychiatrie dans la cité. Ainsi sont nés et ont évolué le dossier de soins, la feuille de prescription, la transformation du dispositif hospitalier, unité d'accueil, d'évaluation et d'orientation Micheline Martin, l'unité Jean-Baptiste Pussin, fermée ouverte puis hélas fermée, les nouveaux VAL, nés des nouvelles normes et de la transmutation de nombre de psychotiques et de troubles bipolaires en hystériques, l'espace Léo Kanner, l'unité cadrante Joseph Ghislain, le centre médico-administratif Henri-Claude, L', unité de traitement des troubles anxieux par la relaxation, la prise en charge ambulatoire des personnes âgées et la formation de l'intégralité du personnel de plusieurs maisons de retraite aux problématiques du vieillissement et de la pathologie psychiatrique, le groupe de pilotage de la coordination gérontologique du secteur de Saint-Jean-de-Dey-Pont-Hébert qui a permis l'élaboration d'un outil de liaison entre les différents intervenants à domicile auprès des personnes âgées, et la réalisation d'une enquête sur les problèmes d'isolement des personnes âgées de plus de 70 ans, l'accompagnement de patients pris en charge dans des familles d'accueil, la thérapie familiale, la mise en place de la MDPH 50 et la formation du personnel aux thématiques du handicap psychique. Au fil des ans se sont également tissées des relations avec le milieu scolaire dans le cadre du développement du projet local consécutif à la mise en place du projet régional de santé sur le suicide, avec les travailleurs sociaux, les CCAS, les mairies, bientôt le service des accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la Villa Brio-Vert, maison relais qui doit beaucoup à François Digard, maire de Saint-Lô, et à Jean-Philippe Turblier, directeur du CCAS, la commission municipale incivilité, les associations, Avicenne Formation, Calville, ferme thérapeutique de Soule, Valday, soutien aux actions humanitaires à Fada N', Gourma, et Édouard Toulouse, Association Saint-Loise pour la réinsertion des patients désinsérés ou handicapés à la suite de troubles psychiques, fruit en 1995 de la collaboration pugnace d'Annick Finel, psychologue du secteur, et de Hervé Brixtel, directeur de la mission locale du Centre-Manche. Enfin, l'ouverture du point d'accueil et d'écoute jeunes. En 2003, Carole Gousser, autre psychologue du secteur, parla de ces changements au colloque des hôpitaux de jour de Lille. En 1993, M. Guibert part en retraite et annonce l'arrivée d'un nouveau médecin-chef, psychanalyste et même lacanien. Interrogation, inquiétude même dans les équipes. Ça va changer notre manière de travailler. On ne va rien comprendre. Certaines sont parties avec un séminaire lacanien sous le bras pour leurs vacances, et comme ce n'est pas une littérature à consulter sous le soleil, elles l'ont rapidement mis de côté, et c'est tant mieux. Le docteur Patrick Allary est arrivé. Le secteur s'est rassuré. Le changement n'a pas été si radical que les soignants le craignaient. Au moment de quitter la Manche, un constat lors de l'ultime réunion de secteur. Je suis fier de ce qui a été accompli, parce que cela a été accompli, que ça l'a été par tous et que comme dans les cathédrales gothiques, monuments imposants, mémoire de la foi des hommes, dentelle de l'architecture, chaque pierre porte la marque d'un compagnon. Il n'est pas une structure, un acte, un soin, un dispositif, un outil, qui ne porte la marque de chacun d'entre nous et qui ne soit œuvre collective. Je me souviens qu'au cours de ces années, je ferai 2 rencontres déterminantes. Le professeur Jean Bertrand, fondateur du groupement des hôpitaux de jour psychiatriques auquel j'aurai l'honneur de succéder en 2000, et Bernard Durand, croisé lui aux États généraux de la psychiatrie à Montpellier en 2003, assises pour lesquelles j'avais commis un papier placé sous les auspices de Calogero. Peut-être que tien emmène. Et plus près que ce qu'on croit. Que nos petits combats valent aussi la peine. Je me souviens des tutelles. Des commissions locales, départementales, régionales ou même nationales auxquelles j'ai participé ou celles dont j'ai été le référent. Oh! Combien de rapports, combien de commissions! Que nous croyions partis pour des courses lointaines. Dans un morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune. Dans un placard sans fond par une nuit sans lune. Dans des tiroirs oubliettes à jamais enfouis. Je me souviens qu'en 1997,
au cours d'un DIU sur la qualité, l'évaluation et l'organisation des soins en psychiatrie, je croise Jean-Claude Pénochet, Viviane Covus et Michel Reynaud, qui étaient sur la voie de la dictologie. Ensuite, pendant 3 ans à Montpellier, j'irai enseigner les travers et les écueils de la démarche. En relisant récemment mes cours de l'époque, je les trouve d'actualité. Ils annonçaient la standardisation et la bureaucratisation des pratiques de soins. Mais j'étais loin de penser que nous en arriverions à la soviétisation rampante, à laquelle nous sommes désormais tous soumis. Et l'on n'a pas encore tout vu si l'on en croit l'Américain David Graeber. Je recroiserai Bernard, alors expert visiteur à Croix-Marine, mais ce sera une surprise quand il me demandera, en 2004, de devenir son secrétaire général et plus tard, président de la commission scientifique. Un grand honneur auquel je ne m'attendais vraiment pas, succéder après Gérard Schmitt à Roger Mise. Je me souviens d'un soir de décembre, notre premier conseil d'administration. Un signe. Nous apprenons le drame qui s'est déroulé à Pau, où je terminerai ma carrière, ce qu'alors j'ignore. Je suis chargé de rédiger le communiqué de la fédération. Maintenant, c'est pour nous un devoir en hommage et en mémoire de nos 2 collègues disparus, de réfléchir ensemble, professionnels, patients, familles de patients et pouvoir public, sans exclusive ni démagogie mais avec humilité tant la tâche est immense, au moyen de travailler à une psychiatrie qui rende l'homme plus humain. Je me souviens de mes amis du Burkina Faso où continue de se rendre mon ancienne surveillante-chef, Marie-Céline Lefebvre, les 2 pieds sur terre, proches des équipes, ne cédant jamais sur la rigueur, la volonté de réussir, le respect de l'autre, l'amour du travail bien fait et l'esprit d'équipe, et avec qui nous avons tant bâti. Je me souviens des patients, si simplement reconnaissants envers le Tchamba-Siamo, et des enfants qui retrouvaient le sourire. Dans le rapport de secteur 2006, je tirais la leçon du travail clinique à l'hôpital et dans les villages. Un dernier point doit être souligné, la collaboration active et fructueuse avec les tradithérapeutes qui font partie intégrante de la vie burkinabé et de l'imaginaire commun de cette population. Le respect des croyances et leur intégration dans la dynamique de soins est un facteur essentiel dans la réussite du processus thérapeutique individuel, dans l'acceptation de la maladie par l'environnement et au-delà, du travail de sensibilisation, de prévention et de déstigmatisation de la maladie mentale et de son traitement réglé sur des bases scientifiques. Je me souviens que c'est avec Croix-Marine que je vais rencontrer Pierre Godard. Nous avons des différences, chacun a pu s'en rendre compte, mais le socle est commun. Avec Marie-Noël, nous avions fait le tour de la psychiatrie Manchotte où nous avions déployé tous les ressorts du secteur et de l'institutionnel. Pierre nous offre le moyen de relancer notre carrière pour la terminer. Ce qui s'appelle sans nul doute l'amitié. Une nouvelle fois, l'occasion fait le larron. Voilà. Est arrivé le terme de ce parcours. La liste de ceux que j'ai croisés est une manière de leur rendre hommage. Certes, ils ont fait du jeune couillon que j'étais celui que vous avez décrit tout à l'heure. Mais aussi d'esquisser les fondamentaux qui m'ont servi de boussole. Le respect de l'autre et de sa dignité, la richesse née de l'ouverture à la différence, le primat de la clinique, pas une clinique dévoyée à la DSM mais une clinique biopsychosociale, psychodynamique et humaniste, complexe donc car nos patients ne lisent pas les nosographies modernes et nous leur devons cette rigueur. De la rigueur aussi dans le traitement, pas ces principes rabougris et labophiles qu'on nous présente comme scientifiques et fondés sur les preuves, mais une pharmacopée utilisant des médicaments et pas des produits, et des prises en charge qui prennent en compte la réalité institutionnelle de toute pathologie, que ce qu'on s'obstine à appeler qualité masque mais ne fait pas disparaître. La réalité enfin, d'un cadre de soins que le praticien se doit de poser et de soutenir. Être là en somme. Comme au César, vient le temps de remercier. Les miens d'abord. Mes grands-parents, gens simples et de peu. Un grand-père aveyronnais qui posa les rails du métro à Paris et finit chauffeur de bus, son épouse, petite femme venue d'un trou normand portait le pain dans les étages parisiens. L'autre grand-père, journalier puis facteur et ma grand-mère, formée par la Croix-Rouge comme cela se faisait à cette époque antéprotocolaire et qui connaissait, je crois, toutes les fesses de son village. Fiers mais incrédules de ce qu'étaient devenus enfants et petits-enfants. L'apprentissage de l'humilité. Mes parents qui ont fait ce que je suis comme homme et auquel, si j'en crois ce que j'ai entendu, j'ai été fidèle. Ma mère standardiste, si fière de son fils médecin,
et mon père qui espérait me voir ingénieur lui qu'il était devenu à force de travail. Il m'a enseigné le goût de la critique et de la dispute, du travail bien fait et donné la force de ne jamais s'en laisser compter. Mais maître, quelle chance j'ai eue sur ce plan. Je vais citer à nouveau Madame le professeur Micheline Martin à qui mes derniers instants professionnels ont été dédiés, cette carrière lui doit tant. Monsieur le professeur Daniel Wiedelhutcher, qui m'a laissé quelques mots que je n'oublierai jamais quand je suis parti de Paris. Jean-Claude Anderson enfin, mon patron à Alençon. Il m'a appris ce qu'était manager une équipe et un secteur, avec rigueur, humanité et simplicité. Ce que j'ai été comme responsable lui doit beaucoup. Je ne peux oublier Édouard Zarifian, qui fut le correcteur de mon internat à Clermont-Ferrand. On en passait plusieurs à l'époque, Jean Bertrand et Bernard Durand, tous collègues puis amis engagés. Tout comme Xuan, Bernard S., Claudie, Myriam, Joseph, Jean-Marc, Patrick S., Christian, Muriel S., Clément, Jean-Yves, Annick, Françoise, Sylvie, Laurence, Alexandre, Michel, Hilda. Une pensée pour les amis professionnels, compagnons du chemin, généralistes et spécialistes, ils se reconnaîtront, il y en a tant. Une autre pour les collègues, tous les collègues quelle que soit leur fonction, de la Salpêtrière, Soisy, Énay, Nancy, Bécheville, Évry, Alençon, Saint-Lô, Pau, Irma 21 et d'ailleurs. Un salut fraternel aux équipes du groupement et de la Croix-Marine, et aux abeilles industrieuses des sièges, Marie-France, Lina, Malika. Un visage dans les balances du silence. Un caillou parmi d'autres cailloux. Pour les frondes des dernières lueurs du jour. Un visage semblable à tous les visages oubliés. Je n'oublie pas non plus Jean Courenbourg, mon directeur pendant 18 ans, un homme remarquable, directeur à l'ancienne essayant de soutenir au mieux l'idée d'un hôpital lieu de soins et non de production de soins au milieu des contraintes de l'heure. Il y eut bien sûr des tensions car comme le dit Shakespeare, il est dans la nature des hommes de quereller pour de petites choses, bien que les grandes seules les préoccupent. Mais je me flatte de son amitié et de celle d'Élisabeth. En d'autres temps, on aurait dit un parfait honnête homme. Je me dois de remercier l'administration du centre hospitalier des Pyrénées dans son ensemble. Christine Anglade, dont j'ai apprécié la rigueur, la qualité d'écoute, le sens de l'humour et du respect, Véronique Louis et son équipe, qui m'ont si souvent facilité les choses, les protagonistes de la qualité et des usagers, Maude Clément, Jean-Claude Terck, Louis Ribeiro et leurs collègues qui ont vaillamment supporté mes coups de boutoir. Les représentants ici présents de l'administration savent que je suis un partenaire malcommode, mais loyal. Je respecte les personnes, et j'ai du plaisir à travailler avec elles. Mais pourquoi ne pas le dire ? Je les plains volontiers de devoir se soumettre à des directives qui nous éloignent tant de la réalité soignante. Je maintiens que c'est à nous, soignants, d'être présents pour les aider à endiguer ce flot inépuisable qui emportera l'hôpital public si l'on y prend garde, et je souhaite à tous de voir tomber le mur de Berlin bureaucratique et gestionnaire qui tient lieu de politique de santé. Un remerciement particulier à Ludivine Fivez, coordonnatrice hors pair. Merci aux tutelles, qui ont fait de moi un spécialiste des rapports, projets, plans et vadémécum. À part les enfants, et encore, je crois avoir à peu près tout traité. Je remercie tous ceux qui m'ont mis en position de formateur, d'abord à Soisy puis avec Jacques Delabre à Énay. Ils m'ont permis ainsi de transmettre un peu de ce qui m'a été transmis et de tenter de rendre ce que l'on m'a donné. Et d'encadrer les futurs psychiatres, qui m'ont redonné beaucoup d'espoir. Je voudrais chaleureusement remercier Pierre Godard pour m'avoir donné l'occasion de revivifier ma carrière, de faire de nouvelles et belles rencontres, et de tenir la gageure d'un contrat à durée déterminée qui a été une grande chance pour nous. Revenir pour terminer aux fondamentaux et montrer que même aujourd'hui, il demeure un sabellon solide. Merci aux collègues, qu'ils me pardonnent de ne pas les citer tous, j'en oublierai, et aux surveillants qui ont supporté vaillamment et sans trop rechigner mon joug. Vincent A. O. O. Toulouse, Cathy LB, Katia A, Nathalie D, Marianne B, Margot D, Olivier L, Louis L et Bruno P, allez la section. Se reconnaîtront mes ultimes grognards. Merci aux équipes et au-delà, à tous ceux qui gravitent autour d'elle et sans qui elle ne serait pas complète, psychologues, assistantes sociales, secrétaires qui ont supporté Monsieur Virgule, agent vigile. Sans les équipes, nous ne serions rien. Elles m'ont tant appris et ont tant supporté avec moi. Je leur dois les ficelles de mon métier,
et la démonstration que le travail en équipe et en réseau est le seul qui vaille dans notre discipline. Le travail institutionnel est le meilleur outil clinique que je connaisse. C'est un système de management efficace car il assure la cohésion et la sécurité des équipes, garantit à chacun sa juste place dans le dispositif de soins, le vrai support de la qualité. Quelle chance j'ai eue d'être si longtemps dans cette position de chef d'orchestre. Il n'y a pas de hiérarchie dans le soin, nous sommes complémentaires. Mais il faut un responsable. À condition qu'il n'oublie pas que dans l'orchestre, le triangle est aussi important que le premier violon. Les patients bien sûr. Comment ne pas leur rendre hommage? Je ne les quitte pas sans émotion. Ils m'ont appris la ténacité, le long terme, la souffrance, la dignité, le dénuement, l'échec, l'humilité, la confiance, bien au-delà de la démagogie actuelle de la pseudo-alliance, dans la simplicité de la complexité de la relation thérapeutique. Les patients en psychiatrie, c'est une constante leçon d'humanité. Je n'aurai jamais assez de mots pour leur exprimer ma reconnaissance. Enfin, ce seront mes derniers remerciements, et ils vont à Marie-Noël, ma compagne depuis plus de 36 ans. Rencontrée à Savoie, au Mureau, dans le service du docteur Colette Bicheron, nous consultions à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré dont chacun connaît la réputation de l'époque. Marie-Noël, c'est la compagne des bons et des mauvais moments, celle qui a tout partagé et soutenu et sans qui je n'aurais jamais pu déployer les talents que vous m'avez prêtés, car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura du surplus. Vous aurez compris que j'ai été plus que gâtée de ce côté. Tous ceux qui ont travaillé avec Marie-Noël Allary ont pu apprécier son grand professionnalisme, sa grande simplicité et sa non moins grande humanité. Et elle nous a donné 3 hommes dont je suis très fière. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Voilà, tous ceux qui ont travaillé avec moi savent que la vie est simple et belle. C'est la vie. La mienne l'a été en tout cas. Avant de vous inviter aux agapes, je voudrais vous exprimer à tous une dernière fois ma profonde reconnaissance et à travers chacun d'entre vous, ma reconnaissance va à tous ceux que j'ai croisés sur ce long parcours. Connus et anonymes, compagnons ou passants, tous ont participé à construire le docteur Allary. Chacun a laissé sa trace, et je n'oublie aucun des épisodes du chemin. Car j'espère que vous l'aurez compris, le docteur Patrick Allary, c'est vous tous et tous ceux croisés sur ce long parcours. Infiniment merci pour cela. Eskerrik asko guztiwa, izi zaituta astuko. Adiskide Souniès. Pau, le 10 novembre 2015. Cet ouvrage collige une somme de communications, publiées ou non, et quand elles l'ont été, les références de la publication seront mentionnées, chacun pouvant ainsi se référer au texte original. Ces textes ont été relus, modifiés pour éviter les répétitions, corriger quelques erreurs de style ou de formulation, et prendre en compte les données au moment de l'édition. Un véritable lifting, parfois, respectant cependant la lettre du propos du moment et sa temporalité. Que le lecteur pardonne les faiblesses qui persistent, ces propos ont été tenus ou rédigés dans des temps et des lieux différents. Ces scories témoignent, espérons-le avec modestie, d'une certaine continuité de la pensée ou de ce que certains ne manqueront pas de regarder comme une forme de monomanie. Ces textes balisent le parcours d'un psychiatre hospitalier de la fin du XXe siècle et au début du XXIe, pour laisser une trace de cette histoire, volontiers collective, du temps où elle s'est déroulée et des engagements qui ont ainsi marqué une vie professionnelle. Trajectoire et réflexion personnelle, questions dans l'état du moment, pas toutes résolues dans l'après-coup,
contradictions et paradoxes assumés, parfois douloureusement, colère, investissement dans une époque de profonds changements. Puisque Jean-Paul Sartre l'assurait, chaque homme doit inventer son chemin. Où quelques figures constituent d'essentiels points de capiton. En espérant ainsi transmettre quelques bluettes que je regarde encore comme essentielles. 1. La base de ce texte est constituée par le discours prononcé à l'occasion du départ à la retraite, le 10 novembre 2015 au Centre hospitalier des Pyrénées à Pau. CONTEXTUALISONS. Ainsi, le grand homme s'en tient au fond et non à la surface, il s'en tient au noyau et non à la fleur. Lao Tse. Le 31 mars 2017, invité à ouvrir et à clore la 4e journée de santé mentale et communauté à Lyon, et fournit l'occasion de revisiter l'histoire d'une discipline à laquelle tant de personnes ont consacré avec engagement et ténacité leur vie professionnelle. Le thème en est « Usure et vitalité », une manière de s'interroger sur ce qui peut encore amener aujourd'hui un jeune professionnel en santé à faire le choix de la psychiatrie. Que reste-t-il encore de psychiatrie dans les pratiques post-modernes qui font et défont la clinique et qui donnent le sentiment d'allier de manière paradoxale la soumission au marché, en phase avec l'heure néolibérale et individualiste qui emporte tout sur son chemin, et d'incontestables progrès dont les patients devenus usagers pourraient utilement profiter? La santé serait-elle gérée par une entreprise à l'anglo-saxonne où l'actionnaire, l'État, attend une rentabilité de 15% du capital? La psychiatrie est-elle devenue un vaste marché? Le marché de l'hospitalisation est en effet peu sensible au cycle. Les taux de remplissage sont très élevés, ce qui exclut tout risque de surcapacité et les cash flows sont récurrents. Il est dès lors toujours possible de lever des ressources auprès des fonds d'investissement, qui continuent d'investir le secteur. Bourg-en-Bresse, Vire, Saint-Étienne, l'usage de la contention et de l'enfermement que l'on croyait ranger au magasin des accessoires de l'histoire. Tous dénoncés par la contrôleur des lieux de privation de liberté. Pas par les professionnels. Pas par les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé. Pas par les agences régionales de santé concernées. Un fiasco? L'enfer derrière les portes? Pour les patients seulement, ou aussi pour les soignants? Le climat est bien morose, dit l'un. Le pôle tangue dangereusement. Collègues en démission, en arrêt, en dépression, du travail à n'en plus finir. Certains patients vont mal, très mal, ajoute l'autre. Une autre encore, ce qui a radicalement changé, c'est mon implication. Je m'investis ailleurs, dans mon cursus de psychanalyste et dans la découverte de différentes expositions, dans mes proches. L'Encéphale Online, le 24 janvier 2018, invite à prendre connaissance des témoignages poignants de près de 1000 psychiatres, et de ceux des internes de psychiatrie confrontés à la violence lors de leur exercice. Le site ajoute: l'exercice de la psychiatrie se fait dans des conditions de plus en plus difficiles, et est susceptible de générer un niveau de stress très important. Pour certains, le constat est impitoyable, c'est la psychiatrie qui sombre corps et biens. On assiste à une dérive scientiste inquiétante au sein même de la profession, niant la complexité symbolique et historique de la souffrance psychique, pour imposer une conception neurobiologique obéissant aux intérêts de l'industrie pharmaceutique, sinon de l'évolution eugénique. Triste constat, 23 ans après les ordonnances Juppé qui ont introduit la démarche qualité, 20 ans après les lois Aubry qui instaurèrent la diminution du temps de travail et les fameux RTT, lesquels devaient favoriser un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et permettre à chacun de s'épanouir dans l'un et l'autre domaine. 10 ans après la découverte de la bientraitance, après la multiplication des recommandations et des bonnes pratiques professionnelles, qualité de vie au travail, les outils de la HAS, burn-out repérage et prise en charge, le 22 mai 2017, les dernières à l'occasion du énième suicide de soignants. Après une constante recherche de la bonne gouvernance et de la bonne gestion des établissements hospitaliers, qui aboutissent au constat de la nécessité d'un plan d'investissement hospitalier en faveur de la psychiatrie selon l'Inspection générale des affaires sociales, IGAS, et à celui d'Agnès Buzyn, actuelle ministre de la Santé, qu'il faut acter la fin de la tarification à l'activité, dont pourtant seuls les principes sont aujourd'hui effectifs en psychiatrie publique.
pointant notamment la proportion d'actes inutiles et les effets délétères des exigences de rentabilité, et le 26 janvier 2018, assurant: la psychiatrie ne sera plus le parent pauvre et que le domaine sera l'une des premières disciplines concernées par les financements des parcours innovants. Comment expliquer que notre génération, qui n'a connu aucune de ces avancées, qui ne bénéficiait pas de repos compensateur après une nuit de garde, dont les horaires hebdomadaires ont pour beaucoup largement dépassé les 35 heures élargies aux 48, n'a pas connu ces décompensations, cette lassitude, ce désabusement, ce désengagement? Car la réalité, c'est la perspective d'une nouvelle cure de rigueur budgétaire de 1,6 milliard d'euros, imposée aux hôpitaux, ce qui va amener les professeurs André Grimaldi, Jean-Paul Vernant et la docteure Anne Gervais à lancer l'appel des 1000, nous, médecins hospitaliers et cadres de santé. 12. Cette journée fut l'occasion de faire le point, ensemble, sur cette évolution contrastée en utilisant la focale d'une longue carrière aujourd'hui terminée. Pas sûr que le constat soit moins mordant, mais il donne l'occasion de proposer des pistes pour sortir de ce qui apparaît trop souvent aujourd'hui au mieux comme une impasse, au pire une imposture. En pensant avec les philosophes que lorsque règne la transparence, que rien n'est plus caché, l'imposture est censée impossible. Sinon sur le mode de la perversion. Alors, à l'heure où les décisions des experts se présentent comme le résultat de statistiques glacées et de calculs anonymes, désobéir devient une affirmation d'humanité. L'engagement des professionnels a constitué le fil conducteur des propos. Au-delà des pessimismes, il incite à une vision plus nuancée de la situation. D'autres voies sont possibles, à condition de retrouver du sens à ce que l'on fait, à sortir d'une clinique qui se refuse à une inflation aberrante du diagnostic et des traitements donnés à tort, ce qui veut dire refonder les bases de la discipline en s'appuyant réellement sur des données scientifiques avérées, à condition de ne pas diviniser les faits objectivables et empiriquement observables en une réalité et une causalité première, sinon exclusive, et de ne pas se limiter aux sciences dites dures, à sortir de la tyrannie de la performance, de l'acte pour l'acte, moins coûtant, de la soviétisation des processus de soins. Et à méditer ce mot de Condillac, où l'on pourrait remplacer philosophe par psychiatre. Souvent, un philosophe se déclare pour la vérité, sans la connaître. Il voit une opinion qui, jusqu'à lui, a été abandonnée et il l'adopte non parce qu'elle lui paraît meilleure mais dans l'espérance de devenir le chef d'une secte. En effet, la nouveauté d'un système a presque toujours été suffisante pour en assurer le succès. L'environnement non humain, rendre l'autre fou enfin. À vrai dire, quand j'ai accepté le défi, c'était avec un peu d'inconscience. Nous étions au mois d'octobre et les préoccupations du moment ont évolué depuis, au point que désormais face à ma page blanche, je ne retrouvais pas vraiment mes petits d'alors. 5 mois, ce n'est pas rien dans une vie d'homme, et il s'est passé tellement de choses dans ces quelques mois, de l'élection de Trump à la Trumpisation de la campagne présidentielle française par exemple. Voilà qui illustre au mieux ce que Guy Debord appelait la société du spectacle. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. Ouvre le Capital de Marx. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Ouvre le livre de Guy Debord. Le titre me vint comme je venais de lire un article reprenant les propos du prix Nobel de médecine 1993, Richard Roberts. Biochimiste et biologiste moléculaire britannique, il montrait que chroniciser les maladies est plus rentable que les guérir. Les conflits d'intérêts assurent la prééminence du profit sur la santé. Autrement dit, un médicament qui guérit n'a aucune rentabilité. Ce qui renvoyait à la profusion récente de psychotropes retards dont l'efficacité et l'intérêt paraissaient discutables, sauf à les regarder au travers de ce double prisme, déjà relevé par Michael Borch-Jacobsen dans Big Pharma 21 et David Ely dans Pharmageddon, du passage du médicament au produit par le biais de ce que Ray Moynihan nomme disease mongering, la maladie de Nock, inflation galopante de pathologies justifiant des prescriptions nouvelles, durables et conséquentes, de 7 à 77 ans. 50 diagnostics en 1952 avec le DSMI, près de 500 troubles avec la 5e édition, mais des prescriptions presque uniformes, Zeroquel, Abilify Copyright, Seroplex Copyright et Marketing pour tous.
Quelle dégringolade pour ceux qui ont appris la pharmacologie avec Pierre Simon. Je pensais alors à Allen Frances, coordinateur du DSM-4, dans un article où il disait: En France, il n'y a pas d'obligation de faire un diagnostic, mais du coup, de nombreux traitements sont engagés sans examen sérieux, et cela n'empêche pas l'explosion des dépenses de santé. Dans Marché de dupes, 2 prix Nobel d'économie, George Akerlof et Robert Shiller, montrent avec Sigmund Freud qu'il cite que le plus souvent, nous ne prenons pas de décisions qui vont dans le sens de notre intérêt le mieux compris, ce qui est le fondement de la duperie marchande. Il faut, disent-ils, créer le médicament miracle. Il s'agit pour les médecins de les mettre dans l'état d'esprit qui les amènera à penser que les malades pourraient avoir la maladie pour laquelle le médicament a été conçu. L'objectif de la campagne est de modifier le cadre mental des médecins. Au lieu de penser aux effets collatéraux en cas de prescription, ils penseront aux inconvénients que risque de provoquer sa non-prescription. Comment ne pas penser aussi à ces suicides de soignants sur leur lieu de travail qui inauguraient ce qui est hélas devenu une série en ce sens que, comme le note Lacan après Freud, l'on est face à une répétition, ce qui identifie ces suicides et les caractérise au-delà de leur singularité, la perte du sens du travail et de l'identité du soignant. Elle débouche sur un énième guide de bonne pratique, la Stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé, prendre soin de ceux qui nous soignent, qui, prenant acte de la succession de réformes qui ont inondé depuis 20 ans le milieu soignant, constate un sentiment de malaise des professionnels de santé, associé au sentiment de travail mal fait, autrement nommé conflit de valeurs, et qui peut être à l'origine de risques psychosociaux. Développer la qualité de vie au travail, c'est être attentif à la qualité des relations sociales et professionnelles, au contenu du travail, à son organisation, aux possibilités de parcours professionnel offertes à chacun et à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Développer la qualité de vie au travail, c'est donc améliorer le quotidien des personnes, c'est leur redonner la fierté du travail bien fait, ce qui permet in fine de renforcer la qualité de la prise en charge des patients. Noble ambition. Qui peut dire comment elle se traduira dans le quotidien soignant? Revient aussi l'écho de Bourg-en-Bresse. Souvenons-nous. Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, dans son rapport édité le 9 mars 2016, observe que les préoccupations de sécurité infiltrent les pratiques psychiatriques, et que la crainte des fugues ou le sous-effectif des soignants conduisent à priver les patients de l'attention ou des marges de liberté qui devraient leur être accordées. Or, ni les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé, dont la dernière visite remontait à l'automne 2015, ni l'Agence régionale de santé, ni la Commission départementale des soins psychiatriques, n'avaient fait état de dérives aussi graves. Et le 15 février 2017, Libération nous informait des chiffres affolants des soins psy sans consentement. Magali Coldefy, dans la revue de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, montre une augmentation constante des hospitalisations, mais aussi des traitements à domicile obligatoires, autorisés depuis 2011. 92 000 patients, enfermés contre leur gré. Soit 12 000 de plus qu'en 2012, comme le révèlent les dernières données sur les soins sans consentement en psychiatrie. Une hausse sensible entre 2012 et 2016, mais qui fait suite à une augmentation encore plus forte entre 2006 et 2011, atteignant presque les 50%. Et parallèlement, durant cette même période, on constate une multiplication des pratiques d'isolement et de contention. Alors même que la loi de 2011, modifiée en 2013, était censée augmenter le périmètre de liberté des usagers et le contrôle de la restriction de cette liberté. Le Monde titre « L'asile est de retour ». La réponse ? Un nouveau guide où l'on ne trouve aucune analyse concrète de l'explosion des pratiques d'isolement et de contention, mais ce préambule. L'isolement et la contention mécanique sont des mesures de protection limitées dans le temps pour prévenir une violence imminente, sous-tendue par des troubles mentaux. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une démarche thérapeutique. Elles ne doivent être utilisées qu'en dernier recours après échec des mesures alternatives de prise en charge. Le titre proposé ouvre sur le postulat suivant: les soignants sont aujourd'hui confrontés à un paradoxe, fait des soins de qualité mais ne guérit pas. Cette injonction,
proposant en lieu et place d'une parole une xyloglossie faite de slogans bien-pensants et de babillage, fait perdre tout sens à l'activité de soins et perturbe l'identité soignante au point de mettre à mal le soignant lui-même. Ce postulat repose sur le travail d'un psychanalyste américain Harold Searles, dont la lecture s'avère chaque jour un peu plus actuelle. En premier lieu, dans l'effort de rendre l'autre fou, il montre, résumons ici de manière volontairement provocatrice, comment les projections scissionnelles du schizophrène sur son environnement, et singulièrement l'environnement soignant, ont pour objet littéralement de rendre l'autre fou, avec ce fol espoir qu'ainsi il sera débarrassé de sa propre folie. Pierre Fédida dans la préface écrit « Rendre l'autre fou est dans le pouvoir de chacun. L'enjeu en est le meurtre psychique de l'autre, qu'il ne puisse pas exister pour son compte, penser, sentir, désirer en se souvenant de lui-même et de ce qui lui revient en propre. Et si le système, dans son outrance bureaucratique et productiviste actuelle, sous prétexte de biensoignance, de bientraitance, un nouveau marché et d'alliance, rendait l'autre soignant fou, au sens d'aliéné, ayant perdu le lien avec lui-même et partant avec l'autre. Dans l'environnement non humain, son premier ouvrage, Harold Searles montre que l'homme n'est pas dans la nature comme un étranger, il est de la nature. Il en fait partie par sa structure et son destin, puisqu'il aboutit immanquablement vers l'état inorganique. L'environnement non humain, loin d'être de peu d'importance dans le développement de la personnalité humaine, constitue un des composants essentiels de la psychologie de l'homme. Je suis convaincu que l'individu humain a, au niveau conscient ou inconscient, un sens de ses rapports avec l'environnement non humain, et que s'il en néglige l'importance, il peut mettre en danger sa santé psychologique. Il faut rappeler que c'est à Copernic que l'on doit d'une certaine manière que l'homme devienne primum inter pares dans la nature, et Descartes le décrira comme maître et possesseur de la nature. Harold Searles annonce en quelque sorte le besoin de nature et les préoccupations écologiques, essentielles à l'écologie psychique de l'être humain. Et nous rappelle qu'à l'origine, l'homme animiste concevait sa relation avec le reste du monde vivant comme une relation de personne à personne, seule change la morphologie des espèces et aucune ne domine les autres. Il ajoute « Les sentiments de réalité que nous donne notre propre existence ainsi que l'existence de l'environnement non humain sont corrélatifs et nous permettent de donner une valeur à chacun des membres de la communauté humaine. En s'habillant en soignant, et en remplaçant la pratique constamment réélaborée par la techne préélaborée par les sachants experts, l'homo curantis devient agent économique, homo economicus. Il perd tout sens de son rapport à la nature, nature humaine comprise. Or la folie n'est-elle pas inhérente à la condition humaine ? En d'autres termes, en récusant la folie, en la sortant de l'écologie humaine au nom de la science au profit de troubles qui se multiplient sans cesse, le médecin est condamné à diagnostiquer par erreur des millions de personnes normales, selon le mot de Allen Frances. Idéologie néolibérale qui conduisit Roger Mises à constater qu'on privilégie le plan neurobiologique et on réduit l'environnement à l'événementiel et au stress, un moyen efficace pour réduire les dépenses de santé, renforcer les contrôles gestionnaires, donner la priorité au quantitatif. Le soignant devient alors lui-même inhumain, se mettant paradoxalement ainsi en danger ainsi que l'institution à laquelle il appartient, et ceux qu'elle a pour mission de prendre en charge dans la durée, comme le montre Nassim Nicolas Taleb. Alors, au moment de passer à l'acte, m'est venue l'idée subversive. Il faut entendre ici subversion au sens lacanien du terme, de raconter ma vie et d'illustrer ainsi le titre de cette journée, mais à l'envers. Je commencerai donc par la vitalité. Vitalité. Nous étions jeunes et larges d'épaules. Bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. 11 € de gain. 11 € de gain. J'ai commencé mes études de médecine en 1970. 2 ans après 1968, où nous avons cru que tout était possible. Il était interdit d'interdire, l'imagination était au pouvoir. Cours, camarades, le vieux monde est derrière toi. Êtes-vous des consommateurs ou des participants ? On ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance. Tout est politique. L'action ne doit pas être une réaction mais une création. Celui qui peut attribuer un chiffre à une émotion est un con. Nous étions conviés non à rêver notre vie mais à vivre nos rêves.
Mai 68 est considéré comme un mouvement de contestation politique, sociale et culturelle en France et ailleurs. Pour certains, ce fut même une révolution. À coup sûr, ce fut la manifestation la plus visible de l'obsolescence d'un monde devenu ancien. Aujourd'hui, il est de bon ton de stigmatiser cette époque. Exit les images de jeunes idéalistes exaltés, portés par une sympathique idéologie de fraternité, d'amour et de liberté, bonjour l'envers du décor. Celui d'idéaux dévoyés, de ressorts cassés et aussi de mauvaises habitudes contractées. Les contempteurs, qu'on aurait alors qualifiés de réactionnaires, oublient qu'en fait mai 68 a ouvert à tous les vents le chemin de la société libérale avancée, d'abord, du néolibéralisme ensuite. Natacha Polony, conciliante, dans 2 ouvrages aux titres évocateurs commente. Mai 68 est à considérer comme un point de bascule. Le marqueur symbolique d'un avant et d'un après, en bien comme en mal. Soyons clairs, personne, surtout pas une femme, ne voudrait vivre à nouveau dans la société coincée, rigide et machiste qui précédait mai 68. Mais ce qui est resté de cette révolution, c'est aussi une société de la démesure dans tous les domaines. Une société de l'hyperconsommation, de l'hubris, de l'orgueil infini de gens qui croient que l'individu doit nécessairement l'emporter sur toute forme de collectivité et se construire indépendamment de tout rapport au collectif. Au point que pour moi, mai 68 a créé des monstres et permis qu'aujourd'hui, on assiste à un retour de la barbarie. C'est dit. En effet, comment oublier que 5 ans plus tard, c'est Pinochet, Videla, soutenu par Hayek et Friedman, 10 ans après, c'est Thatcher et Reagan, 20 ans plus tard, c'est la chute du mur de Berlin puis la première guerre du Golfe, 30 ans plus tard, c'est la France championne du monde et l'affaire Lewinsky. 2008, c'est Kerviel et la crise des subprimes et en 2017, Trump et le Brexit, avant. C'est dire qu'il ne faut pas idéaliser l'époque et ses conséquences, sauf à y voir négativement, ce que Naomi Klein décrit comme la stratégie du choc. L'existence d'opérations concertées dans le but d'assurer le contrôle de la planète par les tenants d'un ultralibéralisme tout-puissant. À l'époque donc, le quartier latin est le centre du bouillonnement des idées pour le jeune banlieusard que je suis. Il y avait un parcours qui partait d'Assas, la fac de droit où ceux que l'on nommait les FAF, issus du GUD, de l'Uni ou d'Occident, partaient pour quelques descentes à la Sorbonne puis à Jussieu pour continuer à Censier et finir parfois à la Pitié-Salpêtrière où je faisais mes études. Nous ne connaissions pas alors le sentiment de maltraitance. On pouvait librement écouter Louis Althusser, Étienne Balibar, Vladimir Jankélévitch, Michel Foucault. Je côtoie Gladys Swain à Soisy. Jean-Paul Sartre venait dans nos facultés pour promouvoir Libération. Nous débattions avec passion de ces disputes avec Raymond Aron. Le deuxième sexe nous préparait avec Kate Millett, Betty Friedan, Master et Johnson à la théorie du genre. Bernard-Henri Lévy, philosophe à l'époque, nous ouvrait les yeux sur la barbarie à visage humain. Jacques Attali sur l'ordre cannibale. Bernard Kouchner ne transportait pas encore les bols de riz devant les caméras et venait de créer Médecins sans frontières. En psychiatrie, nos maîtres s'appelaient Daniel Wiedelhutcher, Yves Pélissier, Henri Ey, Léon Chertok, Roger Mise, Serge Lebovivi. Nous nous ouvrions à la psychothérapie institutionnelle et à ses 2 jambes, politique et psychanalytique, avec Philippe Pommel, René Engelergue, François Tosquel. Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c'est l'homme même qui disparaît. Jean Houry, soigner les gens sans soigner l'hôpital, c'est de l'imposture. On apprend l'engagement politique et le surréalisme avec Lucien Bonafé, le droit en psychiatrie avec Philippe Rappard. En psychanalyse, on doit choisir son camp entre les tenants de l'école freudienne, avec Jacques Lacan qui vient tout juste de devenir Lacan et ses vieux compagnons de route, Claude Comté, Claude Dumézil, André Rondepierre, Diane Chauvelot, qui tous, à sa mort, auront le sentiment d'être spoliés de ce qu'ils ont bâti ensemble, et ceux de l'Institut, la Société psychanalytique de Paris avec Serge Lebovici, Michel Soulier, René Dietkin, les Kestomberg et André Green, qui s'opposent au lacanisme de Jacques-Alain Miller. On découvre la psychanalyse des enfants avec Françoise Dolto et Myriam David, on côtoie Philippe Mazet, Pierre Delion, Philippe Jeanmet. Maude Manoni et Robert Lefort sont à Bonneuil. On se frotte à Franco Basaglia, Ronald Lin, David Cooper. On découvre les travaux de Palo Alto avec Gregory Bateson, Chestnut Lodge, la thérapie systémique avec Mara Selvini Palazzoli, le cognitivo-comportementalisme avec Albert Ellis et Aaron Beck puis Jean Cotreau,
il se sait encore à l'époque fils de Pavlov et de Milgram. Les neurosciences émergent. Autant joli de nos guitares. Il y en avait tant et tant. Que j'en oublie, c'est évident. Que l'on pardonne à ma mémoire. Du temps joli de nos guitares. C'est là qu'est né l'élan qui allait animer notre carrière, celle d'une conception pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, humaniste, phénoménologique de l'exercice de notre art. Notre Bible était le manuel de psychiatrie de Henri Ey, dont l'œuvre éclairait et éclaire toujours pour nombre d'entre nous. La compréhension des troubles mentaux, de la psychopathologie et de la psychiatrie dans la société actuelle. La phénoménologie est pour Henri Ey le socle fondamental de sa conception intégratrice. Il suffit d'ouvrir ce qui devient un incunable pour comprendre à quel point la clinique que l'on y découvre sert d'abord l'humain, et impose un questionnement permanent et fécond, bien éloigné des ready-made du DSM, qui n'était à l'origine qu'un outil de laboratoire. Sorti des éprouvettes, c'est devenu un rouleau compresseur impérialiste qui, se voulant athéorique, fait la part belle à la labophilie en prenant une nosographie où les diagnostics ne sont pas fondés sur des mesures objectives effectuées en laboratoire, assure Thomas Insel. La psychothérapie institutionnelle est un outil qui nous permet non seulement de traiter l'hôpital, mais aussi de mieux comprendre ce qu'il en est des interactions soigné-soignant, les fameuses projections scissionnelles, et d'entendre les réactions de soignants sans distinction de catégorie professionnelle, comme des symptômes des patients et de l'institution. Et pas comme des événements indésirables. Il ne s'agit ni de stigmatiser, René Girard est passé par là, ni de dédouaner l'institution. Au contraire, chacun prend sa place dans le dispositif de soins. La hiérarchie est un outil inscrit dans le symbolique, qui structure le dispositif soignant, fait cohabiter les savoirs, fructifier les différences dans l'harmonie et la cohérence, aide à se prémunir contre le discours unique, totalitaire qui, en ôtant la parole à chacun, n'ouvre aucun espace de discours subjectif à l'autre, bref, qui ne permet pas la relation intersubjective garante d'un véritable soin. La psychothérapie institutionnelle va nous ouvrir à la psychiatrie de secteur qui prend son envol, à la désaliénation, à la désinstitutionnalisation, à l'inscription du patient dans la cité comme citoyen, véritable acteur et partenaire de sa propre vie, et non comme usager d'un système producteur de soins. Que l'on prenne le signifiant vitalité dans l'une de ces deux acceptations, ensemble des propriétés inhérentes à la substance organisée, ou ensemble des propriétés végétatives ou animales d'un tissu, il me semble que l'on peut dire de cette époque de formation que nous étions vivants et pleins de vitalité. L'engagement individuel et collectif donne un sens à notre travail, à notre vie. Les heures ne comptent pas, combien alignions-nous de garde sans récupérer? Sans tuer personne pour autant, sans burn-out, cela n'existait pas encore. Et il nous restait du temps pour former, créer des associations, des structures de réinsertion de patients, pour faire de l'humanitaire, militer. La FASM Croix-Marine et le groupement des hôpitaux de jour psychiatriques pour ma part, pour promouvoir des actions pluricitoyennes en réseau avec tous les professionnels concernés dans la cité, ce qui n'est pas encore la psychiatrie de liaison, la prise en charge du suicide, des personnes âgées, des adolescents, pour mettre en place des structures ou des dispositifs humanistes pour les autistes, et combien d'autres actions dans lesquelles tant de professionnels du soin étaient engagés. Tout ceci reste une aventure humaine et collective. Le secteur c'est, pour chacun de ceux qui le mettent en œuvre ou y sont pris en charge, un mode de représentation et d'identification, créant une forte identité professionnelle qui assure la cohésion de l'ensemble dans la rigueur de la clinique, de la thérapeutique, de la pratique institutionnelle, de l'éthique, du respect mutuel, en un mot dans le respect de l'humanité de chacun dans un temps où l'individu ne primait pas encore sur tout. Car à l'époque, Narcisse n'a pas encore vaincu Oedipe. L'usure. Usure des jours, on s'est engourdi. Comme une gravure où le temps se fige. Je veux aimer, retrouver la vie. Que revienne le désir, que revienne le vertige. Quand on regarde l'étymologie du mot dans le littré, on constate que le signifiant est polysémique. En premier lieu, le littré nous dit que l'usure est toute espèce d'intérêt que produit l'argent. Quand, le 11 mai 2009, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, déclare en proposant la loi HPST, avec une de ses litotes dont il a le secret, que le directeur sera le vrai patron pour l'hôpital,
il ajoute, sentant que le terrain est glissant, il ne doit pas devenir un despote absolu. Il se défend alors de vouloir transformer l'hôpital en une entreprise comme les autres, faisant fi de la réforme hospitalière promue en 2007, qui met en place la fameuse T2A, tarification à l'activité qui vise à améliorer la gestion financière des hôpitaux et à mettre fin au gouffre du fameux trou de la Sécu. Elle repose sur la mesure et l'évaluation de l'activité effective des établissements qui déterminent les ressources allouées. La T2A ne est que en cours d'extension à la psychiatrie, mais la logique est là. Dès lors, sous le prétexte d'une meilleure gestion de l'hôpital et d'un meilleur pilotage des politiques de santé, on introduit la concurrence et la productivité au sein des établissements de santé. Il s'agit donc bien de fait des outils de l'entreprise au sens le plus capitalistique, et cette logique va dès lors s'imposer dans tous les domaines: management, gestion financière, politique qualité, tous instruments issus du monde industriel. On peut regarder mai 68 comme un marqueur du basculement de nos sociétés rurales vers le monde libéral, urbain, postmoderne. On peut aussi regarder les ordonnances Juppé en 1996 comme le marqueur de l'entrée des méthodes de l'entreprise au sein de l'hôpital. Adam Smith a vu sa main invisible du marché, pourvue par Theodor Hayek et Milton Friedman d'un gant de fer peu redistributeur. Ils imposent l'économie comme une science, avec l'évaluation comme paradigme, ce que certains économistes pourtant regardent comme une franche blague. Comment échapper à la pulsion évaluatrice généralisée qui envahit les sociétés libérales et réduit l'homme à une chose et le sujet à une marchandise, tout en prétendant obéir aux principes d'un nouvel humanisme scientifique. Le malade, devenu usager, est un data client désubjectivé et objectif complice de sa désubjectivation, transparence, consentement éclairé. Le directeur devient le chef de l'entreprise hôpital. Mais il n'est en fait que le bras armé de son actionnaire, l'État, qui lui demande d'être productif et de faire des économies. Et dans ce monde économique, où peut-on faire des économies dans un établissement dont près de 80% du budget est constitué par le personnel ? Et où sont les ressources si ce n'est dans la productivité ? On est donc bien dans toute espèce d'intérêt que produit l'argent. Gagner de l'argent par la production de soins moins coûtants et propager l'idée que tout le monde y a intérêt. Ce qui nous amène à la deuxième définition du littré: profit qu'on retire d'un prêt au-dessus du taux légal ou habituel. L'État, autrement dit chacun d'entre nous, je le rappelle, investit dans les systèmes de soins. Quel profit en a-t-il ? Aucun sur le plan financier, assure-t-il, le fameux trou. Or, on sait que le coût de la santé ne peut que croître en raison de facteurs inflationnistes comme le progrès technique et médical, l'amélioration de la qualité de vie et l'évolution démographique, le vieillissement inéluctable de la population. Cette constante augmentation ne peut être intégralement répercutée sur les assurés, les choix en la matière sont donc politiques. Mais dès lors, à quoi servent les gains de productivité ? À assurer les meilleurs soins de qualité. Et qui décide de ce qu'est la qualité ? Des experts souvent autoproclamés, associés à des candides, nous assure-t-on. Ils se réunissent pour construire des consensus qui deviendront protocoles, procédures et bonnes pratiques que chacun devra appliquer parce qu'opposable. Et comment vérifier cette application ? Et s'exonérer ainsi du jugement de deux contre-pouvoirs, les juges et les journalistes ? Par une certification, une évaluation par des experts formés et financés par la nouvelle Inquisition dont la religion est la mesure et la transparence, j'ai nommé la Haute Autorité de Santé. La boucle est bouclée, et ce n'est pas une bande de Möbius. Alors, depuis une vingtaine d'années, l'hôpital public s'enferme dans des démarches caractérisées par la codification, la standardisation, l'homogénéisation et l'addiction informatique. Elle situe l'individu postmoderne dans l'illusion d'une objectivation, le data usager, qui permettrait à la science de le décrire et de l'évaluer, obligeant le soignant face à l'individu malade, à respecter les dispositifs préétablis qui visent à restreindre le jeu relationnel, par essence intersubjectif, par crainte du risque ou de l'erreur. Il y a dans ce village 250 lits ou 250 corps étendus témoignent que la vie a un sens. Un sens médical. Songez que dans quelques instants il va sonner 6 heures, que pour mes malades 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale et dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois.
65. Tout ceci repose-t-il sur la science? Non, Alan Sokal l'assure. Un texte inepte, pour peu qu'il soit jargonnant et écrit par un scientifique reconnu, peut être publié. Les fausses sciences, en copiant les méthodes mathématiques des vraies sciences, ont renforcé leur puissance d'illusion. Les fausses sciences mènent toujours à l'oppression, les vraies sciences seront toujours celles qui conduisent vers la liberté. D'une façon plus générale, il y aurait lieu de s'interroger sur les enjeux sociaux et politiques des doctrines les plus officielles. Il reste qu'une vraie science sera celle qui s'efforcera de rechercher honnêtement et sincèrement une vérité commune, parce que librement reconnue par chacun. La cité scientifique, comme la nomme Gaston Bachelard, cette communauté internationale formée par les savants qui participent à la recherche du vrai, est nécessairement une cité démocratique. L'évaluation, Science is Measurement, professée l'école de Chicago, devient l'alpha et l'oméga de la nouvelle religion. Mais qu'on ne s'y trompe pas, j'allais dire Trump pas. Ce qui est visé, ce n'est pas le résultat thérapeutique, pas même en réalité la satisfaction de l'usager du système de soins. L'évaluation s'intéresse en priorité à la performance et au coût. Elle dépend de la logique économique libérale qui conduit tant d'hôpitaux à des budgets fortement déficitaires, ce qui facilite leur restructuration, et au fait que près de 30% des Français aujourd'hui ont peu ou mal accès aux soins. Qui évaluera le coût, direct et indirect, de l'évaluation? Et comment évaluer le sujet? Le résultat? Une uniformisation puis une bureaucratisation des pratiques de soins où le soignant, quelle que soit sa place dans le dispositif, n'est plus que l'exécutant d'un fordisme soignant qui se promeut rationnel, fiable, secure et performant. En fait, une disciplinarisation des pratiques dont on peut douter du coût des performances. Les temps modernes du soin. En pratique, le soignant n'a plus son mot à dire et sur la chaîne du soin, il peut être remplacé à tout moment. Ainsi, combien d'équipes renouvelées au quotidien au gré des absences? Un soignant travaillant un jour en réhabilitation, le lendemain dans une unité fermée et le surlendemain en ambulatoire. La psychiatrie est un métier où la relation intersubjective est au premier plan? Foin de tout cela. Les fiches de poste et autres procédures y pourvoiront. Le temps auprès du patient, il est vrai lui-même usagé? Mangé par la traçabilité administrative, fonctionnelle, validation des protocoles, et les transmissions ciblées. Le tout encadré par les évaluations des pratiques professionnelles, censées répondre aux exigences légitimes des patients et des usagers du système de santé. L'EPP s'inscrit dans une dynamique globale d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Pour ce faire, l'évaluation de la pratique d'un professionnel de santé consiste à analyser son activité clinique, réalisée par rapport aux recommandations professionnelles disponibles actualisées, afin de mettre en œuvre un plan d'amélioration de son activité professionnelle et de la qualité des soins délivrés aux patients. En creux, une manière de dire que l'on a abandonné la formation initiale? On voit aussi fleurir ce que j'ai appelé l'acronymite. Dénaturer le langage n'est jamais neutre, Primo Levi le disait. Toute violence faite à l'homme est aussi une violence faite à la langue. Quand il ne s'agit pas d'acronymes, ce sont des anglicismes, qui ont la même vertu de donner du mystère et du sacré au discours, à la nouvelle liturgie. Credo in unum deum devenant benchmarking, process, rétro-planning et autres reporting voire empowerment ou media planning, termes là encore issus du marketing ou de l'industrie et qui ont pour fonction, derrière l'onction mystérieuse qui fait traiter avec respect celui qui les utilise, d'étudier et d'analyser les techniques de gestion, les modes des apostrophes, organisation des autres entreprises afin de s'en inspirer et d'en retirer le meilleur. Ce détournement sémantique va de pair avec l'appauvrissement séméiologique, dont le DSM est paradoxalement l'emblème. Enfin, comme dans les entreprises, l'heure est au regroupement, pôles et structures intersectorielles à l'intérieur des hôpitaux qui amenuisent le sentiment d'appartenance des soignants à une logique partagée de soins, surtout quand l'évolution des carrières a pour socle l'évaluation des professionnels qui est censée remplacer l'antique note de gueule. Regroupement interhospitalier alors qu'en 2012, l'IGAS elle-même constatait que, sur le plan financier, la fusion n'est en général pas l'outil le plus pertinent pour réduire les déficits hospitaliers, qui suppose surtout, pour les établissements concernés, un effort de réorganisation interne pour réduire leurs dépenses. Et la proximité des soins? C'est vrai, 25 ans après,
L'idéal sectoriel était loin d'être abouti et nous savions que les pratiques de soins que nous avions défendues n'étaient pas partout partagées ni mises en œuvre. C'est pourquoi nous nous étions ingénument engagés dans la démarche qualité, la validant ainsi de facto. Le rapport de la Cour des comptes en décembre 2011, puis le rapport Robiliard, en décembre 2013, en avait fait le constat. La Cour des comptes déplorait la dégénérescence de la pratique sectorielle et un usage disproportionné des hospitalisations à temps complet, rappelant qu'elles entraînent une forte coupure du patient d'avec son milieu social et familial. Les structures extra-hospitalières alternatives à l'hospitalisation restent insuffisamment nombreuses au regard des besoins, faute de possibilités suffisamment développées de prise en charge alternative en amont. Cette situation de suroccupation continuelle provoque des effets pervers. L'absence de place en cas d'urgence conduit parfois à recourir à l'hospitalisation sans consentement. Afin de parvenir à hospitaliser des patients qui, pourtant, ne relèvent pas de l'hospitalisation. À la même époque, un rapport de l'adresse montre qu'en psychiatrie, les durées moyennes d'hospitalisation sont toujours davantage liées aux caractéristiques des établissements qu'au degré de sévérité de la pathologie, comme le présupposaient les pairs du secteur. Rien à voir, donc, avec l'évidence scientifique censée fonder les pratiques. Tout ceci nous amène à la troisième conception de l'usure, la détérioration par suite d'un long usage, ou encore, quatrième et dernière définition du littré, atrophie avec résorption complète, de la substance des dents, des cartilages ou des os pressés par certaines tumeurs ou usés par le frottement, qu'on entendra ici dans un sens métaphorique si l'on se met d'accord sur le fait que ces pratiques mettent les soignants littéralement sur les dents. Ce qui fondait les pratiques, soutenait la créativité et l'engagement des soignants, créait les conditions d'une inscription dans la durée de la prise en charge de proximité des patients, permettait une continuité des soins face à la discontinuité induite par la pathologie, c'était donc la double assise psychanalyse et politique. Est-il besoin aujourd'hui de dire que la démocratie et la politique filent un mauvais coton, du fait probablement de la crise, comme à l'occasion de toute crise majeure dans notre histoire récente, ce qui ne peut qu'inquiéter. Où sont les engagements y compris au prix de leur propre existence, des Tosquelles, Lenné, Gentis, la psychiatrie doit être faite et défaite par tous, Bonafé, le pouvoir soignant du peuple, et de tant d'autres. C'est vrai, l'engagement a pris d'autres formes, on l'a vu après Charlie ou avec Nuit debout. Pour paraphraser Michel Maffezoli, ce n'est pas parce que je n'ai pas les clés des codes qu'il n'y a pas de code. Mais le sentiment est malgré tout que les nouvelles pratiques ont profondément modifié les formes de l'engagement, sous la poussée individualiste et narcissique sans aucun doute, mais aussi, pourquoi ne pas le dire, par aquabonisme. Comment interpréter autrement l'importance croissante de l'abstention que constate notre génération éduquée dans le respect sacré du vote ? Faut-il aller très loin pour dire ce qu'il en est de la psychanalyse ? Freud est voué aux gémonies, ne manque plus que le bûcher pour l'autodafé, les grands prêtres sont là aussi actifs, les défenseurs comme le neurobiologiste Lionel Nakache n'ont pas la même caisse de résonance. Michel Onfray, Catherine Meyer, Michael Borch-Jacobsen, Jean Cotreau, Jacques Van Rillard, Jacques Benesto, Didier Pleu se sont particulièrement illustrés. La palme, peut-être, à Jean Cotreau, ardent défenseur des thérapies comportementales et cognitives, TCC, psychanalysé et comme les convertis, pourfendeur infatigable de la psychanalyse. Il a participé au Livre Noir et est un des auteurs du rapport de l'INSERM, 3 thérapies évaluées. Il commente : la psychanalyse n'est en rien démontrée. Freud n'est pas qu'un scientifique, c'est aussi un leader politique. Sans insulte ni diffamation, nous avons exploré le côté obscur de ce leader politique. Onfray, lui, commence par attaquer la personne même de Freud et selon les plus vieilles techniques de la propagande, il le diabolise et en fait un personnage moralement condamnable. Truqueur, menteur, phallocrate misogyne et homophobe, un conservateur sourd à toute histoire sociale et uniquement soucieux de transformer la sienne, égotique et narcissique, en légende. La discipline, en tant que thérapie, relèverait d'une branche de la pensée magique et soignerait dans la stricte limite de l'effet placebo. Freud est-il antisémite ? En tout cas, Onfray semble suivre Paula Fichtel, la femme de chambre de Freud, et dénonce ce qu'il considère comme ses accointances avec le fascisme autrichien. On a vu à l'occasion de la cabale anti-Pierre de Lion sur l'autisme jusqu'où pouvait aller la caricature, dans Le Mur, par exemple.
L'histoire contemporaine a vu s'affronter psychanalyse, neurobiologie, psychiatrie et antipsychiatrie en un débat qui n'excluait pas excès et dérapage idéologique. Et il n'est pas sans intérêt de constater que c'est notamment à partir des États-Unis que le débat va se développer à partir du réel escamoté de Jeffrey Masson. Pour autant, pas question dans mon esprit de sanctifier la psychanalyse. J'ai évoqué les divergences de fond sur la théorie et les pratiques de compagnons de Lacan à l'égard de son successeur, je mets ici des guillemets. Et nous connaissons tous des pratiques et des verbigérations qui ont contribué à discréditer la psychanalyse et les psychanalystes. Enfin d'autres plus prestigieux et plus sérieux n'ont pas manqué de faire la critique de l'auteur de l'interprétation des rêves, Guattari, Foucault, Deleuze et d'autres encore. J'ai pour ma part risqué une hypothèse. L'hérésie freudienne, c'est d'avoir mis le doigt sur le rapport ontologique de l'homme à son désir et à ce qui le fonde, ainsi comme sujet. Avec Platon, on ne désire jamais que ce qui nous manque et depuis, la question du désir restera une question philosophique qui traverse le temps. D'Heidegger à Nietzsche, de Spinoza à Schopenhauer, de Darwin à Girard, tous s'y sont confrontés. Hegel, par exemple, suivi en cela par Lacan, propose l'idée que nous ne désirons, au fond, que le désir de l'autre. Retenons un instant ce que propose René Girard, à la suite de Spinoza. Le désir est mimétique, je ne désire jamais que ce que l'autre désire. Girard interroge alors la démocratie et sa volonté d'égaliser les conditions des humains. Avec l'égalité démocratique, la compétition, la concurrence et la rivalité sont décuplées, dans tous les domaines social, économique, culturel, etc. Le désir mimétique bat son plein. Quel désir anime les técécistes ? Peu importe le cas de figure, quel que soit le bout de la lorgnette par lequel nous regardons la question, l'autre est inscrit en son cœur. C'est pourquoi l'on peut dire avec Slavoj Žižek que l'autre, grand ou petit, est le véritable exclu de cet anathème antipsychanalytique. En livrant nos sociétés à la compétition, à la jouissance immédiate, à la tyrannie de la demande, au refus de la mort possible, de la vieillesse, le jeunisme de Daniel Marcelli, que peut-on espérer d'autre que la toute-puissance d'un désir limité à une demande promue par la vie économique sans frein de notre mondialisation qui transforme le désir en désir de mort, et donc de mort du désir ? Freud, en s'interrogeant sur le désir, a la volonté d'en faire un objet d'étude scientifique. Mais si l'on en croit Slavoj Žižek et Jean Cotreau, c'est devenu un objet politique car selon Slavoj Žižek, la condition du sujet est bien la plupart du temps d'être assujetti, domestiqué pour vivre dans le monde quotidien. Ce qui remet la question du désir au cœur de la subjectivité, de la folie et de l'altérité. Ce que le biopolitiquement correct, qui fonde la question sur le manque et la rivalité, regarde comme la peste, Freud avait raison sur ce point. Il faut donc l'éradiquer. Alors, par quoi a-t-on remplacé politique et psychanalyse ? Force est de constater que les deux jambes, aujourd'hui, sous couvert de qualité des soins, c'est l'evidence-based médecine qui confine dans notre discipline au scientisme et le management. Disons-le haut et fort. En réalité, la médecine n'est toujours pas une science exacte. Winston Churchill avait coutume de dire une pomme par jour éloigne le médecin, pour peu qu'on vise bien. Un jeune blogueur nous rappelle que la haute technicité de certaines pratiques, alliée à un désir de transparence quasiment absolue sur le mécanisme décisionnel, semble quelque peu nier le fait que dans certains cas, toutes les réponses ne peuvent être données d'emblée ou encore que certains raisonnements relèvent plus de l'intuition que de la systématisation objective. Penser la médecine, c'est souvent penser ce qui résiste à la catégorisation, à la perfection de la rationalité, à l'implacabilité des preuves. En d'autres termes, bien souvent, les meilleures décisions dépendent du pifomètre qui repose sur une combinaison d'expériences passées, de connaissances théoriques et de ressentis cliniques. Et il peut, si l'on s'intéresse au patient dans sa spécificité, nous amener autrement que dans les canons, nous sortir du droit chemin. Olivier Labouret fait un constat. Le néolibéralisme découvre et condamne dans l'individu ce qu'il a lui-même contribué à y déposer. Intolérance à la frustration, angoisse de la solitude, démoralisation, le sentiment d'incapacité, perte de sens des valeurs altruistes de l'existence, influence phobique et persécutive. Elle autorise ainsi une dérive gestionnaire et sécuritaire visant à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.